bout des 10 courses sur les 20 que compte cette saison particulièrement longue, les écuries équipées du moteur Renault Sport F1 sont aux avant-postes. Williams Renault a renoué avec la victoire. Victoire également pour Red Bull, mais le champion du monde en titre, Sébastien Vettel, est malmené par son coéquipier Mark Webber. De nombreux podiums enfin pour Lotus F1 Team avec Kimi Raikkonen et Romain Grosjean. Bonjour et bienvenue sur Renault TV. Comme vous pouvez le voir, je tiens entre mes mains l'une des coupes du Grand Prix de Hongrie, un des moments forts de cette saison 2012. De quoi rendre fier Renault Sport F1 qui réalise un très beau parcours à travers les écuries équipées de son moteur. Mais tout peut encore changer jusqu'au dernier Grand Prix. Ce sont des équipes entières qui se mobilisent pour toujours plus de performance. Pour cela, c'est une remise en question permanente qui s'opère dans les usines. Mais alors, quels sont les secrets des écuries motorisées Renault pour obtenir de tels résultats ? Eh bien, c'est ici, à Enstone, au siège Lotus F1 Team, que débute notre petite enquête. Good morning, Lotus F1 Team. Un héritage qui se conjugue avec plus de 500 grands prix au compteur pour cette écurie nichée près d'Oxford depuis 1992. Championne du monde 94 et 95 avec Michael Schumacher, puis 2005-2006 avec Fernando Alonso. Après une complète réorganisation, l'écurie revient désormais au premier plan. Et pour faire le point à la mi-saison, qui mieux qu'Éric Boulier pouvait nous en parler ? Rencontre avec le team principal de l'écurie. Le championnat est assez intéressant, je pense, à suivre, parce qu'il y a quand même eu 7 vainqueurs différents, pas mal de podiums en ce qui concerne Lotus F1. Aujourd'hui, on est 4e du championnat, mais on se bat à une poignée de points avec Ferrari et McLaren, et à chaque course, il y a un changement dans la hiérarchie, 2e, 4e, 3e. C'est vrai que c'est plutôt flatteur de se battre avec des écuries aussi prestigieuses. On le surnomme Iceman, mais le champion du monde 2007 Kimi Raikkonen a fait le pari osé de renouer avec une Formule 1 qu'il avait quittée en 2009. Depuis le début de la saison, il déjoue tous les pronostics. Et c'est un retour directement au premier plan que le Finlandais oppose à ceux qui doutaient de lui. Je crois qu'on peut les qualifier quasiment d'extraordinaires ou d'exceptionnels parce que 2 ans absent à faire du rallye, il revient en F1, il est ultra motivé, il est très très vite, ultra professionnel. Et je crois qu'avoir déjà 6 ou 7 podiums depuis le début de l'année, dont 3 consécutifs récemment, c'est, on peut dire, exceptionnel comme pour un revenant. Romain Grosjean, dont la conduite fougueuse étonne, engrange de précieux points et se maintient dans le top 10 du classement. En termes de performance, je suis ravi parce qu'il est revenu. La première course, il fait le 3e temps. Il a battu son illustre équipier de nombreuses fois en qualif sur un tour. Et je crois que pour un jeune pilote qui arrive en F1, on peut considérer que c'est sa première année. Faire 3 podiums, c'est déjà exceptionnel. Le jeune pilote français éblouit au volant de sa monoplace. Un volant qui, en F1, est un peu comme le cerveau de la voiture. Une maîtrise parfaite de cet outil complexe, véritable cœur du système, est indispensable pour l'équipe au stand et bien sûr pour le pilote. Mon volant, ça a été mon livre de chevet pendant quelques temps, en début d'année, pour apprendre vraiment exactement où étaient les boutons. Et puis c'est vrai que c'est un instrument spécial puisqu'on fait quasiment tout au volant en Formule 1. Et on a tous nos petites préférences sur les boutons, donc c'est vrai qu'on a le choix. Donc c'est vrai que c'est un instrument assez spécial dans la voiture et on a effectivement une relation spéciale avec lui puisqu'il faut le connaître par cœur un petit peu comme sa voiture. Un apprentissage bien plus compliqué ces dernières années avec l'apparition d'une multitude de fonctions. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous souvenez-vous des premières Formule 1 comme celle de Renault, la RS01 de 1979 ou la RE40 d'Alain Prost de 1983. Pas un bouton en vue. Bien loin du monde électronique dans lequel évoluent aujourd'hui les écuries et leurs pilotes, les monoplaces étaient équipées du strict minimum. On avait quand même à une certaine période le réglage du différentiel, mais il n'était pas sur le volant. On avait le réglage de la barre anti-roulis, était sur le côté, n'était pas sur le volant. On faisait quand même aussi des choses, mais il y avait moins d'électronique. Donc ça fait un peu jeu vidéo, hein, c'est vrai. C'est plus de travail pour le pilote à l'intérieur de la voiture, plus de possibilités. C'est une autre manière de conduire la voiture. Et c'est vrai que le bon pilote, il peut aussi faire la différence par rapport à ça. Des premiers volants comme celui-ci jusqu'aux ordinateurs ultra perfectionnés, c'est un pas de géant qu'a fait le monde de la Formule 1 grâce aux technologies. Des voyants et boutons colorés permettent aux pilotes de choisir les meilleurs paramètres pour optimiser leur course.
Aujourd'hui, c'est depuis le volant installé dans les monoplaces que partent toutes les informations. Voici quelques explications. As you'll see from this example here, this is a wheel from maybe 15 to 20 years ago. It is very little more than a steering wheel for changing the direction of the car. That's obviously now very different to the wheels we run on the Formula One cars today. Why Formula One steering wheels are so different than those we have in our cars? Well, there's probably a lot more to do on a Formula One car than in your car. Of course, all the time, we're trying to extract maximum performance from the car. And to do that, we need the driver to make the changes. Imaginez la dextérité nécessaire pour manipuler ces dizaines de boutons secoués par les vibrations de la Formule 1. Mais également, en simultané, les 6 palettes arrière qui permettent de monter et descendre les vitesses ou modifier la performance de la F1 pour chaque tronçon du circuit. Fundamentally, there's a little local microprocessor in here which drives a screen and takes all the inputs from the buttons. And then on the back of the wheel here, there's a connector that connects it into the main network of the car, so that all the inputs that are provided by the driver in the race to control the car are communicated to the car's electronic control unit via that network connection on the back of the wheel. Le volant, un concentré d'électronique. L'ossature d'un volant de Formule 1 est faite de carbone, un choix stratégique compte tenu du faible poids et de la grande résistance de cette matière. We start off with the mould, then we lay up carbon fibre into it, which is lots of strands of carbon fibre laid over each other with resin built in. And using our hands, we will manipulate all the carbon fibre into each recess into the mould. And using various tools that we've adapted for ourselves, push it in to the different edges to make it into the shapes. The laminating stage will take around a day to complete one person on their own. The finished component will probably take just over a week to be put onto the car with all the machining involved as well. Une journée pour confectionner l'ossature du volant. 2 heures pour la cuisson. And when it is finished, very, very light. So yeah, that's your finished product. Il faudra encore 1 semaine pour équiper et programmer le volant prêt à installer dans la F1. Si basiquement il permet d'assurer la direction de la monoplace, le volant est également un véritable mouchard. Pendant une course, la monoplace est à travers lui comme sur écoute. Mais le plus impressionnant reste ses nombreuses fonctions et paramètres de réglage que le pilote peut, tout en roulant à plus de 300 km/h, changer de son plein gré ou sur demande de son écurie qui détient plus d'informations. Inside this steering wheel, then there are 2 microprocessors. Those processors control the display to the driver, as well as the driver settings. We try to limit what we show to the driver. We like him to concentrate on just driving the car. The personnel in the garage will request changes to things like mixture control. So this is the amount of fuel that's going into the engine. There can be times in the race where we want to save fuel. So the guys in the garage are going to be talking to the driver and they'll tell him mix 5. Driver changes to mix 5. That changes how the engine is working. As well as managing the fuel, we can at some times extract more performance of the engine by, for example, changing the rev limit of the engine. You could also say he's managing the tyres by changing some of differential control to compensate for that. Vous voulez encore plus de détails? En exclusivité, voici le volant de Kimi Räikkönen. En partant de la gauche en bas, vous trouverez donc la molette pour régler les tours moteurs. Le bouton D permet au pilote de s'hydrater. À gauche et à droite du bouton pour l'huile, les molettes du KERS. BB concerne les freins. Le bouton d'urgence est dénommé problème. La molette activée par le pouce gauche permet de modifier certains réglages du moteur. Les diodes en haut indiquent la puissance du récupérateur d'énergie, la vitesse enclenchée
le chronomètre et les signaux de piste en provenance des commissaires. À droite, le pit limiteur permet de rentrer au stand à la bonne vitesse. Le bouton radio enclenche les liaisons avec le stand. À sa gauche, la molette de régulation de l'essence et à droite, la molette du différentiel. Au milieu, encore une autre molette de réglage qui permet d'afficher des informations concernant l'aérodynamique, les freins ou les pneus. Enfin, le bouton N permet de passer au point mort. Mais tout cela est bien entendu totalement personnalisé. On a tous nos petites préférences sur les boutons, l'emplacement, ne serait-ce que même des fois la couleur du bouton. Ça paraît provisoire comme ça, mais c'est vrai que quand on est dans la voiture à 300 km/h, il faut qu'on ait tous les boutons là où on a envie de les avoir. Et pour ça, on a la chance de pouvoir les arranger comme on veut. The drivers all have their preference for how they hold on to the wheels. So, you know, these grip details here are very much specific to the driver, and they're molded in silicon to his actual hand. It's important that the driver knows his way around this steering wheel intimately so that he doesn't have to look. He knows where all the things are, he knows all the functionality. That is helpful to do that in a simulator, but it's also helpful just to do it sat down in a chair somewhere, learning the steering wheel like you would learn a musical instrument. Pour apprendre leur volant et son maniement, les pilotes disposent d'un simulateur qui leur sert également à se familiariser avec les circuits avant chaque course. Une exclusivité Renault TV à découvrir tout de suite. Piloter et manipuler le volant est loin d'être un jeu d'enfant. C'est pourquoi un entraînement régulier est indispensable pour les pilotes. Pour cela, les écuries mettent à leur disposition des simulateurs équipés, vous l'aurez deviné, du fameux volant. En Formule 1, tout est testé, rien n'est laissé au hasard car les enjeux sont cruciaux. J'ai la chance d'être au volant du simulateur Williams F1 et je peux vous dire qu'on est très loin des jeux vidéo auxquels nous jouons. Bienvenue dans un monde virtuel où chaque choix peut être décisif pour une future victoire en Grand Prix. C'est un lieu impressionnant. Plusieurs projecteurs diffusent sur un écran panoramique la piste et ses alentours. Des dizaines d'ordinateurs gèrent le comportement de cette Formule 1 virtuelle, enregistrant les chocs subis à chaque passage, les rapports de boîte de vitesse et autres accélérations jusqu'au moindre hurlement du moteur. Tout est ici reproduit à l'identique, jusqu'à l'ingénieur qui surveille les paramètres de réglage de la vraie fausse monoplace. À son bord, c'est un vrai pilote, Valtteri Bottas, qui ici teste le circuit de Singapour. En plus de découvrir le tracé, ce simulateur va lui permettre de tester plusieurs configurations de réglage de sa voiture. C'est un gain de temps appréciable dans un monde où le moindre millième de seconde peut vous faire perdre ou gagner. Okay, these are your two best laps from the previous outings, Valtteri. How was the car after we made the setup changes there? We're quite long with the 7th gear, okay. Going to turn 4. So nowadays, the testing is so limited. We have so little of testing on track. So actually, it's really a big benefit for us to be able to learn new circuits in the simulator. It's essential now in Formula 1 for teams to have a driver in the loop simulator. It's a substitute in some part for track testing, which is more limited now, and it's also a very useful tool for developing the car, ultimately improving the lap time of the car. I think we should try perhaps 2 steps stiffer with the rear anti-roll bar, see if we can improve the low-speed corners a little bit. The main thing for us to get the information is the screen
and that's why we have a really big 3D screen all the way up till nearly 360 degrees. That's why when we have the 3D glasses, we also have, it's like a part of a helmet, so the vision level is same than what we see in the real car. That gives you the feedback from everything, and the steering wheel is important, that it's exactly the same than in the real car, and also the feeling you get from it. That's also important, because we don't move, so we don't feel the car, so we need to try and feel the car from the steering wheel. Same steering wheel than in the real car, with all the buttons front and the back. Everything is exactly the same. There's so many things to learn, so it helped a lot for me to actually learn the steering wheel in the simulator. So. I use the simulator before every Grand Prix weekend. Always, if there's a new track, I don't know, I always come to the simulator and learn it, because it helps a lot to go to the first practice session where I drive, and I know the track already because I've been practicing it in the simulator. Well, one of the benefits of the simulator here on site at Grove is that we've also got our wind tunnel and our CFD working in the same facility. And so if we want to cross-link our investigations, our experiments, we can. The aerodynamicists can come here and evaluate theories, put results from CFD into practice, if you like, in a virtual world, and see what the effect on the car might be before we make anything into a physical part. So in that way, we can, I guess, develop the car more rapidly, test more theories, and hopefully find more lap time. Si le simulateur est devenu indispensable pour les ingénieurs, côté pilote, certains comme Michael Schumacher ou Sebastian Vettel ne sont pas très à l'aise lors des sessions intenses. Many drivers get like a motion sickness because your brain actually thinks you are moving, but you are not moving. So it can mix up. It can sometimes feel bad for someone, but I'm lucky I don't feel any sickness. Des conditions et des détails reproduits à l'infini qui peuvent en effet donner le tournis, mais qui sont aujourd'hui indispensables pour bien figurer en F1. Les simulateurs, c'est fabuleux. Voilà. Quand vous voyez le degré de sophistication et de rendu par rapport à ce que vous avez après sur la piste, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la simulation, enfin en général, c'est incroyable, quoi. Avant, nous, quand on simulait un circuit, on arrivait, puis bon, en fin de compte, il fallait changer tous les rapports de boîte, et c'était pas tout à fait ça. On ne pouvait pas prendre en compte le fait qu'on passe sur des bordures, etc. Ça raccourcissait le circuit. Aujourd'hui, les outils sont tels que c'est absolument fantastique. De retour en France, je suis à Viry-Châtillon, dans les usines Renault Sport F1. Et en exclusivité pour Renault TV, je suis au volant de leur V-Car. Mais je vais laisser ma place aux ingénieurs qui vont nous donner quelques explications. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le V-Car. Donc c'est une voiture complète. Et dedans, l'intérêt de ce simulateur, c'est qu'on a toute l'électronique réelle qui est sur la voiture. Et tout le reste de l'auto est simulé. On analyse effectivement le comportement du moteur et on fait aussi de l'investigation. C'est-à-dire quand on a un incident en course, on peut remettre exactement la configuration, rejouer et voir à quel moment on a l'incident et essayer de le régler. Le V-Car est donc un outil de simulation qui permet de tester l'électronique d'une F1 sur tous les circuits du championnat et de mettre au volant l'un des pilotes Renault sans pour autant qu'il soit présent, ni utiliser le moindre moteur. Chaque jour, électroniciens et motoristes utilisent cet outil précieux afin d'anticiper les courses à venir, repérer des failles, analyser et corriger les erreurs commises lors des précédents Grands Prix en les reproduisant à l'identique grâce aux données enregistrées pendant la course. Une étape particulièrement importante pour ceux qui travaillent sur la cartographie moteur. Mais qu'est-ce que la cartographie moteur ? Alors la cartographie moteur, c'est en fait l'ensemble des paramètres qui servent à la gestion électronique du moteur. Donc sur un moteur de F1, on retrouve un petit peu la même chose que sur le moteur de Monsieur Tout-le-Monde, des paramètres de base comme l'avance à l'allumage, la quantité d'injection, etc. Et on a également, évidemment, en parallèle de ça, des cartographies qui nous servent à améliorer la performance du moteur en piste, ce qu'on appelle en anglais sa drivability, donc la capacité du moteur à répondre correctement au dosage du pilote,
Alors on change effectivement très souvent la cartographie moteur, on la change en fonction des circuits, on la change en fonction des pilotes. Les données enregistrées sont représentées par des courbes qui permettent aux ingénieurs de tout étudier, y compris les hésitations des pilotes. Donc là, ce qu'on peut voir sur l'écran, c'est un tour complet du circuit de Monza. Chaque courbe veut dire quelque chose de différent. Donc en fait, on a vraiment ici les courbes de base, en rouge ici le régime moteur, en blanc ici le rapport engagé. En fait, le travail du pilote sur la pédale est assez important. C'est ce qu'on peut voir ici en jaune. Et ici, on voit le pilote qui est à fond, qui lève le pied, qui dose à la sortie du virage, à fond, lever le pied. Et donc nous, notre travail, c'est de simuler différentes stratégies qui permettent d'améliorer la réponse du moteur. Après le simulateur et le VCAR, découvrons un autre outil de simulation. Nous sommes au banc d'essai moteur, un passage obligatoire pour les moteurs de Formule 1. Juste derrière moi, en ce moment même, les ingénieurs rejouent quelques tours de piste d'un Grand Prix. Poussés à l'extrême jusqu'à en rougir les échappements, c'est le traitement que font subir les ingénieurs de Viry-Châtillon à tous les moteurs de Formule 1 avant d'être envoyés sur la piste. Le banc reproduit les conditions de course au détail près. Ainsi, une soufflerie recrée l'atmosphère du circuit sélectionné, le nombre de tours, les accélérations maximum, les freinages ou les passages de vitesse. Atout majeur des bancs moteurs, lorsqu'une faiblesse apparaît, c'est ici qu'elle sera détectée. C'est pourquoi l'ensemble des intervenants moteurs et périphériques sollicitent régulièrement ce département. En fait, le banc moteur est un peu à la croisée des chemins entre tous les métiers d'entreprise. On va avoir des gens de l'informatique qui vont vouloir tester leur système avant l'exploitation sur le Grand Prix. On va avoir des gens de la télémétrie. On va avoir donc des électroniciens qui vont venir aussi tester des nouveaux soft moteurs. On peut aussi avoir des gens de la mesure qui viennent donc faire des mesures spécifiques sur le banc d'essai. Quand tout se passe bien sur la piste, c'est qu'on a bien travaillé au banc. Quand le moteur casse, c'est qu'on a raté quelque chose au banc d'essai. Donc oui, c'est essentiel. Nous sommes à la mi-saison de Formule 1 et c'est une compétition exceptionnelle que nous offrent les pilotes et leurs écuries. Pour Renault Sport F1, les nombreux podiums remportés représentent la concrétisation de beaucoup de travail et de recherche. Un travail d'autant plus important quand il s'agit d'appréhender de nouveaux circuits. Je pense bien sûr au Grand Prix des États-Unis. Un Grand Prix dont la promotion a été assurée par Tom Cruise lors d'un show époustouflant. L'acteur n'a pas hésité à se glisser dans le baquet de David Coulthard pour quelques tours de piste avant de survoler le site en hélicoptère avec looping et piqué. Les États-Unis accueilleront aussi un des tracés temporaires de 2013, le très attendu Grand Prix du New Jersey qui se disputera sur les rives de l'Hudson River devant Manhattan. En avant-première, je vous propose de découvrir les tout premiers tours de roue d'une F1 au pied de la Statue de la Liberté, avec au volant de la Red Bull, David Coulthard. Je vous laisse apprécier et vous dis à très vite sur Renault TV.